Madame Nyakadé, ancien ministre des Armées et femme de Faure Gnassingbé. Donc Madame Nyakadé, c'est l'ancien ministre de la Défense qui a été limogé de façon assez humiliante par Faure Gnassingbé après qu'il ait utilisé à beaucoup de choses. Il a dégagé un matin comme si de rien n'était. Et donc, Faure Gnassingbé, et donc Madame Nyakadé, vous savez, quand elle a démissionné du gouvernement, pour ceux qui ne se rappellent pas, elle avait une association, je ne sais même plus comment s'appelait l'association, on avait déjà parlé de ça. Elle avait une association qui était une association qui supportait le régime, et donc elle a voulu récupérer cette association-là pour sa propre carrière politique, mais on a monté des jeunes dans cette association pour la mettre en minorité. Les jeunes ont fait une conférence de presse pour lui arracher l'association qu'elle-même a créée. Ils ont insulté, ils ont raconté des histoires, et elle s'est plainte au ministère de l'administration territoriale, parce que c'est elle qui est la présidente de l'association. Le ministère de l'administration territoriale a refusé de lui donner les pleins pouvoirs qu'elle avait sur sa propre association, et ensuite elle a voulu créer une autre structure politique, voilà, JSFDT, voilà, c'était l'association. Après, elle a voulu créer je pense un parti politique ou quoi, on l'a étouffé. Elle a fait des sorties contre le régime, elle a fait plusieurs sorties contre le régime, et entre-temps, la situation semble se calmer. On l'a plus entendu, on l'entendait plus. Et je rappelle que Madame Nyakadé, c'est la femme de Faure, et elle a fait 2 enfants à Faure. Elle fait d'ailleurs partie de celles qui sont les rares à faire un garçon à Faure, pour ceux qui ne le savent pas. Donc c'est la femme de Faure Gnassingbé. C'est pas une concubine ordinaire, c'est sa femme. Avant Faure, elle était aussi la femme de Ernest Gnassingbé. Elle a le mérite d'avoir fait des enfants à 2 Gnassingbé, le grand frère et le petit frère. Et donc, ce n'est pas n'importe qui. C'était une femme, je sais pas, financier de carrière. Elle a fait la BIA et elle a terminé à la BTCI, où elle était directrice générale, avant d'être conseiller, pense à la présidence, et ministre des Armées. Et donc, Madame Nyakadé, qui était déjà en bisbille avec son mari, qu'on avait relayé, on avait commenté ça par le passé, quand ça a commencé il y a 1 an et demi ou 2 ans. Aujourd'hui, à la veille, comme par hasard, à la veille de la prestation de serment de son mari, entre griffes, elle sort un brûlot. C'est vraiment un brûlot. Elle sort une bombe. Et c'est comme, je ne sais pas si c'est une bombe nucléaire, mais je pense que la bombe nucléaire n'est pas aussi forte, c'est une bombe à hydrogène, et puis elle balance ça. Et je suis certain que ce soir, dans les officines du pouvoir, l'atmosphère ne doit pas être assez rassurante par rapport à cette bombe qu'elle a sortie. Parce que, je ne sais pas, on ne peut pas dire que c'est arrivé à un moment où ça doit véritablement embarrasser. Et quand vous lisez cette bombe-là, quand vous lisez ce document, cette tribune qu'elle a sortie, c'est un véritable réquisitoire contre la politique et la gouvernance de Faure pendant 20 ans. Elle avait déjà commencé par faire ça. Maintenant, je pense qu'elle est montée en grade. Elle s'est dit, c'est maintenant ou jamais. Et elle a sorti ce brûlot-là qui fait le tour des réseaux sociaux depuis en fin de journée, et que tout le monde est en train de commenter. Et je pense que c'est un document assez important. D'abord, il faut saluer. Nous sommes en politique, hein, et en politique, pour ceux qui n'ont pas de culture politique et de temps en temps racontent tout et n'importe quoi, nous sommes en politique, et quand vous êtes en politique, tout le monde s'intéresse à ce qui se passe dans la maison de l'autre, de son adversaire. Autant le régime a des infiltrés dans l'opposition qui lui renseignent tout ce qui se passe, qui lui vendent tous les plans de l'opposition. Quand il y a des problèmes dans l'opposition, le régime instrumentalise ça, il oppose les opposants, il les manipule les uns contre les autres. Autant s'il y a des problèmes dans le pouvoir ou au sein du pouvoir, il faut qu'on s'y intéresse.
C'est ça la culture politique. Quand on dit que vous avez la culture politique, vous comprenez la politique, c'est que vous devez vous intéresser au bisbis qu'il y a dans le camp de vos adversaires. Aujourd'hui, ce qui se passe avec cette brèche et cette tribune-là, c'est une brèche. C'est une brèche qui est ouverte au sein du pouvoir à la veille de la prestation de serment de Faure Gnassingbé. C'est un acte. C'est un acte politique majeur qu'il faut interpréter comme tel, indépendamment de la personne de Mme Nyakadé et son Zimna, indépendamment de sa personne, qu'elle a été, ou qu'elle est la femme de Faure ou pas, indépendamment de ce qu'elle est pour Faure Gnassingbé, c'est ce qu'elle dit qui nous intéresse. En réalité, ce qu'elle dit, ça fait des années que nous le disons. Ça fait des années que tout le monde le dit. Les hommes politiques, les journalistes, les leaders d'opinion, ça fait des années qu'on le dit. Et quand on le disait, ou quand on le dit, les gens disent « Ah oui, c'est que vous êtes contre le pouvoir, vous êtes de mauvaises intentions. » Ça, c'est une femme de Faure Gnassingbé qui le dit. Donc, ça change la donne. C'est une femme de Faure Gnassingbé qui est sur le territoire togolais, qui le connaît mieux que nous tous, qui nous dit que le gars... Et il est capable de rien du tout. C'est sa femme qui le dit. Ce n'est plus Ferdinand Ité qui le dit, ce n'est plus, je ne sais pas, un homme politique, Nathaniel Olympio, François Bocor, ou je ne sais pas qui. C'est une femme de Faure, c'est-à-dire celle qui partage l'intimité du monsieur, ou qui a partagé l'intimité du monsieur, qui nous dit, mon mari là, que vous voyez là, je le connais mieux que vous. Quand une femme sort sur la place publique, elle vient vous dire que, excusez-moi les termes, les femmes, que l'appareil de son mari ne se lève pas la nuit, vous n'avez pas à douter. Parce que c'est elle qui vit avec lui. Si elle vient sur la place publique vous dire que l'appareil de mon mari ne travaille pas, on n'a pas à douter. Si nous-mêmes on le disait avant, c'est elle qui le dit et sa voix a plus d'autorité que la nôtre parce qu'elle est de la maison. Et donc, c'est un acte majeur que, naturellement, les hommes politiques ne doivent pas laisser passer, comme j'ai commencé par le lire depuis, les gens disent que c'est la diversion. Finalement, si vous prenez tout comme de la diversion, vous attendez quoi en réalité demain pour donner un coup de boutoir à ce régime? Quand vous avez un régime comme celui-là, dans lequel il y a des voix discordantes qui commencent par naître, vous avez des gens qui ont le courage de sortir pour dire les choses tout crues. Si vous ne pouvez pas saisir cette opportunité-là pour dire voilà ce que nous disons depuis des années, voilà ce que nous disons depuis des années, quand nous on le disait, les gens disaient que oui, c'est parce que nous sommes des opposants, on n'aime pas le régime, qu'on le critique. Voilà un acteur du régime, pas n'importe lequel, qui vient dire la même chose, peut-être même plus grave. C'est un document authentique pour celui qui en doute. C'est un document très authentique pour celui qui fait le commentaire qu'il en doute. C'est un document très authentique. C'est un document très authentique pour celui qui en doute. Donc, voilà. Et voilà voilà l'intérêt de la chose. Parce qu'aujourd'hui, de tous ces gens qui sont dans UNIL ou qui sont dans le RPT, c'est une femme. C'est une femme qui a le courage. C'est une femme qui a le courage, qui a tenu ces propos-là, qui a le courage. C'est une femme qui sort et qui dit, voilà le bilan de mon mari. Parce qu'avant, même en 2017, il y a une autre femme de Faure, je dirais une de ses concubines, qui lui avait dit de démissionner. J'avais dit ça quand j'étais au Togo dans l'autre journal. En 2017, il y avait une des femmes de Faure Gnassingbé qui lui a dit les yeux dans les yeux qu'il faut démissionner. Il y avait une des femmes de Faure en 2017 qui lui a dit il faut démissionner. Ils se sont fâchés pendant qu'elle était au gouvernement. C'est une femme qui était au gouvernement qui a dit à Faure Gnassingbé il faut démissionner en 2017. J'avais déjà dit ça. Voilà, quelqu'un donne le nom dans les commentaires. Effectivement, j'avais déjà dit ça. Elle avait dit à Faure Gnassingbé il faut démissionner. Et de temps en temps, quand il y avait des grandes manifestations à Lomé, elle partait à Paris. Elle ne restait pas dans le pays. Elle partait avec sa maman à Paris. Elle restait longtemps à Paris. Quand la situation se calme, elle revenait à Lomé. Ils se sont fâchés. Et puis après, bon, ils ont repris. Ça veut dire qu'il y a des gens dans le système qui disent, nous ne sommes pas d'accord. La manière dont tu conduis les choses, c'est pas bien. Et donc, l'acte qu'elle vient de poser, c'est vrai que celle dont j'ai parlé tout à l'heure, elle n'a pas eu le courage de le dire publiquement. Mais elle a dit
elle a eu à le dire. Il y a d'autres personnes qui sont encore dans ce gouvernement-là, qui avaient les mêmes sentiments. Même parmi eux, il y a des corps habillés. Je n'ai pas envie de citer les noms des gens ici, mais il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord, qui ont dit non, et il faut qu'on pense à partir. Il faut qu'on pense à partir. Mais aujourd'hui, quand c'est une de Faure Gnassingbé, une femme de Faure Gnassingbé, qui se lève et qui fait ce bilan-là, et avec les mots qui ont été choisis, je pense que à la veille de la prestation de serment de Faure Gnassingbé, la date n'est pas choisie par hasard. C'est une sortie qui a toute la symbolique que la classe politique devait analyser au-delà je sais pas, des considérations. Parce que je ne sais pas qui peut encore vous envoyer autant d'opportunités. Et peut-être que derrière cette dame-là, c'est tout un courant qui n'est pas d'accord. Parce que les dictatures s'effondrent généralement quand les courants ne sont pas d'accord. Dans les dictatures, c'est comme ça que ça se passe. Vous avez vu, quand Mao est mort, il y avait une guerre terrible entre le clan de certains anciens et le clan de Deng Xiaoping. Bon, la Chine n'était pas ce que nous sommes aujourd'hui, et ce que nous sommes, mais quand le camp de Deng Xiaoping a repris le dessus, il a reformé le parti communiste chinois de telle manière à basculer ce parti-là dans l'économie que nous avons aujourd'hui. La base de l'économie de la Chine aujourd'hui que nous avons, c'est Deng Xiaoping qui les a posés. Et donc, quand un régime dure tellement, à un moment donné, il y a des petits clans qui se forment, il y a des idées qui naissent, il y a des courants qui naissent, et c'est de l'affrontement de ces courants-là parfois que le régime s'effondre. Donc, ce n'est pas un acte gratuit qu'on doit regarder comme ça avec l'œil des amateurs. Les hommes politiques doivent analyser ça en laissant de côté la personne même de Madame Niakhaté. C'est-à-dire, le fait qu'elle soit la femme de Faure n'est pas l'élément principal. L'élément principal, c'est parce qu'elle est la femme de Faure et elle dit ça. C'est parce qu'elle est la femme de Faure et qu'elle dit ça. Si une des femmes de Faure vient nous dire que son mari n'a pas été capable pendant 20 ans de bien diriger le pays et qu'elle demande qu'il n'a qu'à partir, mais écoutez, qui peut encore le dire mieux que ça? Donc, notre préoccupation, ce n'est pas la personne de Madame Niakhaté, mais c'est l'écho de l'acte qu'elle est en train de poser actuellement. Et l'écho que cela peut avoir au sein de leur propre système. Parce que c'est clair qu'elle ne peut pas être seule à faire ça. Il y a certainement des gens qui partagent la même idée qu'elle. Donc, je pense que je ne vais pas me mettre à lire tout ça ici parce que c'est très long, ça fait 5 pages. J'ai eu la version, voilà, la version finale. Si vous voulez, on peut le lire ensemble. On peut le lire ensemble si vous voulez. On peut lire ce qu'elle a écrit si vous voulez. Et vous allez écouter les termes de ce qu'elle a dit. Et vous allez... C'est comme ça que généralement les dictatures s'effondrent. Parce qu'aujourd'hui, le régime de Faure Gnassingbé est dans un doute total. Ils sont en train de faire des rafistolages, de trouver des stratégies pour se maintenir au pouvoir. Mais une chose est certaine, le pouvoir est de plus en plus fragile. Et il y a des gens au sein du pouvoir, je vous ai toujours dit ça, qu'il y a des gens au sein du pouvoir qui n'ont jamais été d'accord avec tout ce qui est en train de se passer. Parce que les gens sont en train de passer 20 ans à servir une personne. Ils sont en train de passer 20 ans à servir la même personne. Ces gens-là ont besoin aussi de leur propre liberté. Ils ont besoin de vivre. Ils ont volé, certains ont volé de l'argent, certains ont besoin de retrouver leur liberté. Donc, à un moment donné, il y a une saturation. Il y a une saturation dans le système à servir la même personne pendant 20 ans. Dans les années 70, d'accord. Mais là, on est en 2025. Donc, les gens sont fatigués de servir la même personne. Ils ne vont pas le dire ouvertement, mais à partir du moment où Madame Niakhaté a eu le courage de sortir et de dire ça publiquement, d'abord elle est à féliciter.
Parce qu'il y a des gens qui sont dans ce pays-là, des hommes politiques qui disent, ah oui, on a peur, nous ne sommes pas d'accord, mais si on parle, on va mourir. Il y a des gens qui sont dans les hommes d'affaires, qui ne sont pas capables de dire la vérité, qui sont dans UNIR, qui disent, ah, nous sommes dans UNIR pour préserver nos affaires. Il y a des avocats qui sont dans ce pays-là, qui font des magouilles, qui disent, ah oui, nous sommes dans UNIR, mais on ne peut pas parler, on n'est pas d'accord. Tous ces gens-là sont en train de préserver leurs intérêts. Donc, il y a des hommes dans ce pays qui n'ont pas le courage de cette dame-là. Et pendant qu'elle est dans le système, qu'elle a fait des enfants avec le monsieur, elle a le courage de dire que celui avec qui elle a fait des enfants, il n'est pas à la hauteur de la gouvernance du pays. Elle ne peut pas être plus claire que ça. Vous imaginez le risque qu'elle prend en faisant ça. Vous imaginez le risque qu'elle prend tout en étant dans le pays en faisant ça. Et donc, nous devons pousser d'autres personnes qui sont dans le système à délier les langues. C'est comme ça que nous devons agir. Parce que ces actes participent d'une manière ou d'une autre à fragiliser le système. Donc, on doit pousser d'autres personnes à suivre les pas de cette dame-là. À dire, écoutez, on en a assez. On a servi le père, on est en train de servir le fils, on ne sait pas quand ça va finir, il faut quand même qu'on arrête. Donc c'est important de voir le message qui est derrière et de ne pas voir exclusivement la personne qui a délivré le message, mais de voir le message qui est derrière et comment est-ce qu'on peut en tirer le meilleur profit, on peut capitaliser ça. C'est comme ça que la classe politique doit réagir. Les gens ne vont pas sortir pour dire, ah oui, non, c'est la femme de fort, on n'en a rien à foutre. Non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Et je salue déjà deux hommes politiques qui ont déjà réagi. Il y a M. Nathaniel Olympio qui a fait 2 tweets ou bien 3 tweets qui a réagi avec la lucidité qu'on lui connaît. Il y a M. François Boko qui a aussi réagi avec la lucidité qu'on lui connaît. Et c'est comme ça qu'il faut réagir. C'est comme ça qu'il faut réagir. Et je vous assure que demain, à la prestation de serment de Faure Gnassingbé, l'ambiance sera très lourde. L'ambiance, alors si Adjamagbo a réussi, je la salue, je n'ai pas lu Adjamagbo, je la salue au passage. Demain, vous allez voir que l'ambiance sera très lourde demain à la prestation de serment. Parce qu'il y a comme quelque chose qui s'est passé la veille et que les gens seront dans la salle, mais ils n'auront pas le cœur dans la salle. Parce que une des femmes de la République, si je peux faire, a mis, comme on le dit, du sable dans leur attiqué. Et elle a bien choisi la date. Elle a mis du sable dans leur attiqué. La veille. Donc, la tchéké là sera difficile à manger demain. Les gens vont faire semblant de rire, de sourire, de danser, mais ils savent que l'ambiance sera pesante demain dans la salle. Parce qu'elle a mis les pieds dans les plats. Elle a mis les pieds dans les plats. Donc, c'est le moment pour les hommes politiques de tirer le meilleur profit d'un acte comme ça. Pas d'aller voir la dame, pas d'aller dire, oui, madame, il faut qu'on travaille ensemble. Non, c'est pas ça. Eux, ils doivent juste utiliser le message que la dame a fait passer. Ils n'ont pas besoin d'aller voir la dame pour dire, oui, madame, est-ce qu'on peut rester dans une coalition? Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Non, c'est pas là. Eux, c'est juste le message qu'ils doivent tenir pour dire, regardez, c'est sa propre femme qui parle de lui comme ça. C'est sa propre femme qui parle de lui. Quand les journalistes parlaient comme ça, on les envoyait en prison. Quand les opposants parlaient de lui comme ça, on les envoyait en prison. Quand les poètes comme Afesio parlaient de lui comme ça, on les envoyait en prison. Quand les hommes politiques parlaient de lui, on les envoyait en prison. Voilà, c'est sa propre femme qui l'envoie en prison. Comme ça, on verra s'il va arrêter sa propre femme. S'il va arrêter sa propre femme, s'il arrête, c'est une bonne chose. Ça va créer encore plus de problèmes à l'intérieur du système. Parce qu'on ne sait pas, derrière la femme, les gens qui sont cachés. On ne sait pas. Donc, ce n'est pas une manière, il ne faut pas dire, oui, mais on va chercher Madame Nyakadé, on va chercher son téléphone, on va l'appeler, on va traiter avec elle, on va créer une coalition, on va être ensemble. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire ça. Il faut juste saluer sa sortie et utiliser le message contre le système en disant, voilà ce que nous disions depuis longtemps. C'est sa propre femme qui le dit maintenant. C'est sa propre femme qui le dit. C'est sa propre femme qui dit, on ne peut pas transformer le Togo en un royaume. C'est sa propre femme qui le dit. Donc, la classe politique, même si elle-même disait ça depuis, même si les journalistes disaient ça depuis, même si les responsables de la société civile disaient ça depuis, le fait que ce message vienne d'elle, de la maison,
c'est de l'oxygène pour la classe politique, pour dire, voilà, nous n'étions pas les seuls à être dans le bon chemin, il y a des gens dans le système qui sont aussi dans le bon chemin que nous. C'est comme ça qu'il faut interpréter ça. Voilà ce qu'elle dit. 20 ans d'espoir déçu sous Faure Gnassingbé. L'heure du bilan. Elle fait le bilan de son mari. Elle dit 20 ans, c'est le titre du brûlot. 20 ans d'espoir déçu sous Faure Gnassingbé. L'heure du bilan. Elle fait le bilan parce que normalement, Faure devait faire le bilan des 20 ans passés au pouvoir. Il n'a pas fait. Mais sa femme fait le bilan à sa place. Vous avez entendu Faure Gnassingbé le 27 avril faire un discours? Vous connaissez un président de la République qui célèbre les 65 ans de l'indépendance de son pays, il ne fait pas de discours. Il ne parle pas à la nation. Il ne dit pas ce qu'on a fait, ce qu'on doit continuer par faire, ce que lui a fait pendant les 20 ans. Vous connaissez ça? Même un simple discours, il n'a pas fait. Un simple discours, c'est-à-dire pendant la célébration de l'indépendance, les fêtes de fin d'année, et les fêtes de l'indépendance, ce sont les deux moments où on fait des discours à la nation. C'est les deux moments où on s'adresse à la nation. Fin d'année et ensuite la fête de l'indépendance. On ne peut pas imaginer par exemple la France, le 14 juillet sans discours d'Emmanuel Macron ou de qui que ce soit. On ne peut pas imaginer les États-Unis, la fête des États-Unis sans discours. On ne peut pas imaginer en Allemagne la réunification sans discours. Mais ça vous a échappé. Le 27 avril, la dernière fois, Faure n'a pas fait de discours. Il ne s'est même pas adressé aux Togolais. C'est-à-dire que ce n'est même pas sa préoccupation. Ce n'est même pas sa préoccupation. Il ne s'est même pas adressé aux Togolais. Ce n'est même pas sa préoccupation. Mais sa femme vient faire le bilan à sa place. Voilà ce qu'elle dit. Lomé, le 2 mai 2025. Donc, elle est à Lomé. Madame Nyakade, elle est à Lomé. Jean, elle dit à son mari, je vais parler. Ce que tu veux là, il faut faire ça. Le monde entier nous connaît déjà. Je suis à Lomé. Je ne suis pas à l'extérieur. Je ne suis pas quelqu'un qui a fui et qui parle dehors. Je suis là avec mes enfants. Y compris les enfants que je t'ai fait. Je suis là avec mes enfants. Je te parle sur la place publique. Ça, c'est un courage qu'il faut saluer. Donc, elle dit, Lomé, le 2 mai 2025. Un instant. Je prends connaissance d'un message et puis je vous reviens. Ok. Alors, elle dit 20 ans d'espoir déçu sous Faure Gnassingbé. L'heure du bilan. L'heure du bilan. Effectivement, quand on fait 20 ans au pouvoir, même si c'est 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, il faut faire le bilan. Et comme Faure Gnassingbé n'a pas eu l'amabilité de faire le bilan, il pense qu'il ne doit pas, il n'est pas redevable, il n'a pas la culture de redevabilité de la gestion de la nation, l'une de ses femmes prend la parole à sa place et fait son bilan. Et nous allons lire ensemble le bilan que la femme de Faure fait de son mari. Alors, Lomé, le 2 mai 2025, depuis 2 décennies, ça veut dire 20 ans, 2 décennies, ça fait 20 ans, le peuple togolais fait preuve d'un courage remarquable face à l'adversité. Depuis 2 décennies, le peuple togolais fait preuve d'un courage remarquable face à l'adversité. C'est elle qui le dit, hein.
il endure, espère, se mobilise. Les mots sont bien choisis. Il endure, espère, se mobilise. Mais trop souvent, il est réduit au silence. Mais trop souvent, il est réduit au silence. Aujourd'hui, alors que le pays traverse une nouvelle phase de crispation politique, quand on parle de crispation politique, ça veut dire qu'il y a une crise politique aiguë. C'est Mme Nyakadé qui le dit. Ce n'est pas la DMK, ce n'est pas l'ANC, ce n'est pas M. Bokor, ce n'est pas M. Yamnian, ce n'est pas M. Nathalie Olympio, ce n'est pas Mme Adjamako, ce n'est pas Tipi Adjadam, c'est Mme Nyakadé qui le dit. Elle dit qu'il y a une crispation politique dans le pays. Une nouvelle crispation politique et d'incertitude démocratique. Les mots sont bien choisis. Crispation politique et incertitude démocratique. Je prends la plume. Je prends la plume. Elle dit aujourd'hui, alors que le pays traverse une nouvelle phase de crispation politique et d'incertitude démocratique, je prends la plume pour affirmer ceci. C'est pas cette dame, excusez-moi, qui devait prendre la plume. C'est les intellectuels, c'est les religieux, c'est les évêques, c'est les prêtres, c'est les pasteurs. C'est eux qui devaient prendre la plume. C'est pas cette dame-là qui devait prendre la plume, même si elle le fait. C'est les gens qui sont d'une autre dimension, qui ont un certain aura dans le pays, qui sont des personnes morales. C'est elle qui devait prendre la plume. Mais elle autre, comme il n'y avait personne pour le faire, elle prend la plume. C'est les universitaires qui devaient le faire. C'est les têtes couronnées, c'est les religieux, c'est les intellectuels. Mais tous ces gens-là ont démissionné. Alors elle autre, face à l'incertitude démocratique et aux crispations politiques, je prends la plume. C'est-à-dire, elle est décidée, je prends la plume. Les imams, excuse-moi, je les oublie souvent. Je prends la plume pour affirmer ceci. Il est temps que la volonté du peuple togolais soit enfin respectée. C'est la maxime qu'elle déroule. Il est temps que la volonté du peuple togolais soit enfin respectée. Ça veut dire, cette dame nous dit, pendant longtemps, la volonté du peuple togolais n'a jamais été respectée. Cette femme nous dit, pendant longtemps, la volonté du peuple togolais n'a jamais été respectée. Par qui? Par son mari. Elle nous dit, pendant longtemps, la volonté, le désir du peuple togolais n'a jamais été respecté. Par qui? Par son mari. L'homme avec qui elle a fait des enfants. Et elle nous dit, il est temps que la volonté du peuple togolais soit enfin respectée. Je prends la plume pour affirmer ceci. Ça veut dire, je le dis, quoi qu'il arrive, quoi qu'on puisse me faire, je le dis. Je prends la plume. Il est temps que la volonté du peuple togolais soit enfin respectée. Qu'est-ce que Afeksio a dit? Et on l'a envoyé en prison. Fais ta part. C'est ce qu'il a dit. Qu'est-ce que Afeksio a dit? Et on l'a envoyé en prison. Fais ta part. Et on l'a envoyé en prison. Là, Mme Nyakadé vient nous dire, je prends la plume pour affirmer ceci. Il est temps que la volonté du peuple togolais soit enfin respectée. Je n'écris pas ces lignes en tant que partisane, mais en tant que citoyenne togolaise. Elle s'exprime en tant que togolaise, sans parti pris. Je n'écris pas ces lignes en tant que partisane, mais en tant que citoyenne togolaise. Femme, mère, elle précise son rôle de femme. Femme, mère, c'est-à-dire elle a des enfants. Je crois que notre Togo est possible. Et je sais que ce changement ne viendra pas d'en haut. Je crois que notre Togo est possible. Mais je pense que ce changement ne viendra pas d'en haut. Mais du peuple lui-même, de sa mobilisation, de sa vigilance, son unité. Il est temps d'écouter le peuple. Et elle met ses parties en gras, les parties que je vous dis là. Par exemple, il est temps que la volonté du peuple togolais soit enfin respectée. Et il est temps d'écouter le peuple. Elle met ça en gras. Elle insiste sur ça. Il est temps d'écouter le peuple. Excusez-moi. Aujourd'hui, c'est la veillée. Hein? On va veiller. Puisque demain, on va introniser fort. Nous aussi, on va veiller. Puisque demain, les imposteurs vont introniser le nouveau monarque. Nous, on va veiller. On va veiller.
on va veiller pour parler aux Togolais. On va veiller. Donc, je n'avais pas besoin de faire ce live. J'aurais pu le faire dimanche. Dimanche, je vais continuer. Mais là, on va veiller. Et on va parler aux Togolais. On va faire un commentaire composé de ce que cette dame a sorti aujourd'hui comme un document fondamental. « 20 années se sont écoulées depuis la section de Faure Gnassingbé à la magistrature suprême, dans des circonstances que l'histoire retiendra comme étant douloureuses. » Écoutez très bien, écoutez les mots qu'elle utilise. 20 ans se sont écoulés depuis la session de Faure Gnassingbé à la magistrature suprême, dans des circonstances que l'histoire retiendra comme étant douloureuses. Elle nous rappelle dans son brûlot que son mari est arrivé au pouvoir dans des conditions calamiteuses, douloureuses. C'est-à-dire, elle fait allusion, ou elle nous rappelle que son mari est arrivé au pouvoir dans un bain de sang. C'est ce qu'elle nous dit. Elle dit, 20 ans se sont écoulés depuis la session de Faure Gnassingbé à la magistrature suprême dans des conditions que l'histoire retiendra comme étant douloureuses. Dans une déclaration devant le peuple souverain, il reconnaîtra l'ampleur en ces termes. C'est-à-dire que la dame dit, dans une déclaration devant le peuple togolais, Faure Gnassingbé reconnaîtra l'ampleur des dégâts de son accession au pouvoir en ces termes. Je cite, « Plus jamais ça au Togo ». Madame Nyakadé cite Faure Gnassingbé. Après son accession au pouvoir, avec mort d'homme qu'il y a eu, elle rappelle que Faure a pris l'engagement que plus jamais ça au Togo. Fin de citation. C'est elle qui le dit. Fin de citation. Aujourd'hui, alors qu'une nouvelle manœuvre politique a été orchestrée pour maintenir Faure au sommet de l'État, sous une autre étiquette, écoutez très bien les mots, elle est en train de dénuder leur subterfuge. Le subterfuge qui leur permet de balancer Faure aujourd'hui comme président de PCM, alors que c'est lui qui a toujours la totalité du pouvoir, et fait croire à la communauté internationale qu'il y a eu une espèce de changement de poste de décision. Elle dit ça. Donc, alors qu'une manœuvre politique a été orchestrée pour maintenir Faure Gnassingbé au sommet de l'État sous une autre étiquette, c'est-à-dire tout ce qu'ils sont en train de faire là, ce qu'elle nous dit, c'est que c'est Faure qui est toujours maintenu au sommet de l'État. C'est pour permettre à Faure de rester au pouvoir. Une question fondamentale s'impose. Quel est le véritable bilan de Faure Gnassingbé après 2 décennies de règne? Quel est le bilan? Quel est le véritable bilan de Faure Gnassingbé après 2 décennies de règne? C'est Nyakadé qui le dit. Ce n'est pas Ferdinand qui a passé le temps à faire le bilan de Faure, à parler des routes, des hôpitaux, des universités qui n'existent pas, de la dette et tout ça. C'est Nyakadé qui le dit. Elle a été au gouvernement. Elle était au gouvernement. C'est son mari. Elle parle de son mari. En 2005, il proclamait, je cite, elle rappelle toujours les citations d'engagement de Faure. En 2005, il proclamait, je cite, « Lui c'est lui, moi c'est moi », fin de citation. Parlons de son père, lorsqu'on a interrogé Faure Gnassingbé, il a dit « Son père c'est son père, moi c'est moi », pour dire en fait que il ne ressemble pas à son père, que son père c'était une autre période et lui c'est une nouvelle période. Donc lui c'est lui, moi c'est moi. Ce n'est pas les journalistes comme Ferdinand ou tous les journalistes qui sont à l'obé qui le disent. C'est Madame Nyakadé qui le dit. Lui c'est lui, moi c'est moi. Fin de citation. Annonçant, donc fin de citation, annonçant une prétendue, écoutez très bien, prétendue, les mots sont bien choisis, une prétendue rupture prémonitoire avec la gouvernance de son père, le général Gnassingbé Eyadema. Cependant, 20 ans plus tard, en dépit de plus de 15 000 milliards, 15 000 milliards, Madame Nyakadé nous donne les chiffres que même les gens de la classe politique ne nous ont jamais donnés. Elle nous dit qu'en 20 ans, Faure a injecté 15 000 milliards
dans l'économie togolaise. Écoutez bien le chiffre. En dépit de plus de 15 000 milliards. 15 000 milliards. C'est Madame Nyakadé qui le dit. Elle a été au gouvernement. C'est une banquière. C'est une diplômée de finance. Donc, elle sait de quoi elle parle. Elle parle des chiffres. Elle dit 15 000 milliards injectés dans l'économie. Les résultats tangibles sur l'amélioration des conditions de vie des Togolais peinent à prendre corps. Malgré les 15 000 milliards que Faure Gnassingbé a injectés dans l'économie. Et les 15 000 milliards sont venus d'où? De la dette, des emprunts, des sociétés d'État qu'ils ont vendangées, des privatisations. Malgré les 15 000 milliards qu'on a mis dans l'économie, le quotidien des Togolais n'a pas changé. C'est Madame Nyakadé qui le dit. In fine, c'est-à-dire à la fin, force est de constater que les proches de Faure Gnassingbé qui aujourd'hui célèbrent et glorifient le général Gnassingbé Eyadema et ses œuvres sont les mêmes qui proclamaient haut et fort que Eyadema a laissé un Togo socialement délabré, politiquement divisé et économiquement exsangue. Ça vous rappelle qui? Écoutez bien cette phrase-là. Elle dit ceci. In fine, force est de constater que les proches de Faure Gnassingbé, qui aujourd'hui célèbrent et glorifient le général Eyadema et ses œuvres, sont les mêmes qui proclamaient haut et fort que Eyadema a laissé un Togo socialement délabré, politiquement divisé et économiquement exsangue. Elle cite qui? Ajoutant au constat Faure Gnassingbé lui-même, selon lequel le Togo, voilà, ajoutant au constat de Faure Gnassingbé lui-même, qui déclarait que que c'est une minorité qui s'accapare les richesses nationales. Donc la dame dit, ce constat-là, qu'on a tous écouté, que je vous ai joué dans mes laves ici, qui est de 3 mois, s'ajoute à un autre constat que Faure Gnassingbé lui-même a fait en disant, c'est une minorité qui s'accapare les richesses nationales. Ce paradoxe, c'est-à-dire le fait que des individus qui disaient qu'il y a des mal leur a laissé un pays socialement délabré, économiquement exsangue, et Faure lui-même d'ajouter que c'est une minorité qui s'accapare les biens du pays. Ce paradoxe met en lumière l'échec d'une gouvernance incapable de tracer sa propre voie et porter l'espoir d'une véritable transformation structurelle du pays, du Togo. Ce paradoxe met en lumière l'échec d'une gouvernance incapable de tracer sa propre voie et porter l'espoir d'une véritable transformation structurelle du Togo. C'est Madame Nyakadé qui le dit. Qu'il me soit permis ici de souligner à juste propos que l'avènement de Faure Gnassingbé au pouvoir a suscité un regain d'intéressement de la communauté internationale vis-à-vis du Togo. En effet, la reprise de la coopération avec les partenaires au développement bilatéraux comme multilatéraux a conduit dans un premier temps à une annulation partielle de la dette publique, faisant passer le stock de la dette publique globale du Togo de 1210 milliards en 2005 à 767 milliards de francs en 2010. Madame nous rappelle que le Togo a bénéficié, quand Faure est arrivé, malgré les conditions douloureuses dans lesquelles il est arrivé, il a bénéficié d'une certaine bienveillance de la communauté internationale, autant les partenaires multilatéraux que bilatéraux. Et que dans cette dynamique-là, il y a eu, qu'on appelle ça, il y a eu une annulation de la dette qui était de 1210 milliards de francs CFA en 2005 à 767 milliards en 2010. Vous voyez, la dame qui parle là, elle est structurée. Non seulement elle est structurée, elle a les documents, elle a les chiffres. Elle a les chiffres, les vrais chiffres. C'est ce que nous aurions souhaité que nos hommes politiques fassent depuis longtemps. Vous m'avez toujours suivi, j'ai toujours dit aux hommes politiques, il faut parler
avec les chiffres. Il faut donner les éléments probants. C'est avec ça que vous devez montrer que vous avez les capacités de prendre le pays et de le redresser. Il faut montrer les chiffres. La haine nous sort les chiffres que je n'ai pas encore entendu ou je n'avais pas entendu par le passé. Aucun opposant, bon, je ne vais pas parler d'opposant, aucun homme politique, je n'ai jamais entendu un seul homme politique me dire que pendant 20 ans, Ford a injecté 15 000 milliards dans l'économie. Ça veut dire qu'ils n'ont pas les chiffres. Mais elles nous sont les chiffres. Ce processus d'allègement de la dette va ouvrir la voie au financement de plusieurs programmes. Donc, elle cite les programmes, tous les programmes que j'ai eu toujours à citer, que d'autres journalistes ont eu aussi à citer. Ce processus d'allègement de la dette a ouvert la voie au financement à travers plusieurs programmes tels que le DSRP, le document stratégique de réduction de la pauvreté, DSRP, et la stratégie de croissance accélérée de la promotion de l'emploi, SCAP. Ceci va provoquer un réendettement. Elle dit, le fait qu'on a allégé notre dette a conduit a ouvert la voie au financement de plusieurs programmes. Et ces programmes nous ont reconduits dans le cycle de la dette. Donc elle a dit, ces programmes, voilà, ces programmes vont provoquer un réendettement du pays, faisant passer la dette publique globale de 767 milliards en 2010. Donc la dette était de 767 milliards en 2010. Les programmes DSRP, tout ça, ont ramené la dette à 3 800 milliards fin 2023. 3 800 milliards 2023. Oui, l'homme politique qui donne souvent les chiffres au Togo, c'est Nicolas Lossor, il y a Nathaniel Olympio aussi. Quand eux sortent, ils donnent toujours des chiffres. Eux, ils donnent toujours des chiffres. Donc, elle continue. Ces ressources mobilisées au nom du contribuable togolais se sont transformées en un fardeau écrasant, le fardeau de la dette, en un fardeau écrasant pour les générations présentes et futures. En réalité, le stock de la dette actuelle n'a pas de contrepartie en actifs de production. Les économistes peuvent connaître les termes décodés. Elle dit, le stock de la dette actuelle n'a pas de contrepartie en actifs de production. Les économistes et les financiers savent de quoi elle parle. Moi, je connais mes limites. Donc, voilà. Donc, voilà. À cela s'ajoute, maintenant, elle donne des cas. À cela s'ajoute la privatisation massive d'institutions publiques, notamment la BTD. On a toujours dénoncé la privatisation des banques. J'ai toujours dénoncé, j'ai toujours parlé des bijoux de famille que Ford a vendus. Les bijoux de famille, j'ai toujours dit, même quand il y a la famine, on ne vend pas les bijoux de famille. J'ai toujours dit ça. J'ai toujours dit, on ne vend pas les bijoux de famille. Même s'il y a la famine, on ne vend pas les bijoux de famille. Donc, j'ai toujours dénoncé ça dans mes lives, dans mes émissions, depuis des années. J'ai toujours parlé des bijoux de famille. Donc, Mme Nyakadé nous dit, à cette dette-là, qui a été provoquée par le réendettement du Togo, il y a eu la privatisation de plusieurs institutions publiques et des sociétés d'État. Elle cite la BTD, la BTCI, Togo Télécom, etc. L'impact concret demeure invisible. Elle nous dit, malgré la privatisation de toutes ces sociétés-là, ces bijoux de famille, l'impact n'existe pas. En clair, elle nous dit qu'on a privatisé les sociétés, mais le Togo ne tire aucun bénéfice de ces sociétés-là. L'argent part où? Elle nous met sur des pistes. Donc l'argent va où? Quand on a privatisé les sociétés-là, l'argent sert à quoi? C'est ce qu'elle nous dit. Donc, l'impact concret demeure invisible. Elle ne dit même pas que l'impact n'est pas probant. Elle dit que l'impact est invisible. Et donc, il n'y a même pas d'impact. C'est rien. C'est invisible. La symbolique de cette carence en matière de gestion, elle parle de carence en matière de gestion. Ford Gnassingbé a fait des études d'économie à Dauphine en France et à George Washington. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit. Mais sa femme nous dit que sa gouvernance, il y a une symbolique c'est la symbolique de cette carence. Sa femme parle de carence en matière de gestion des finances publiques. La femme nous parle de carence
en matière de gestion des finances publiques. Elle parle de son mari, celui qu'on nous a présenté comme diplômé de George Washington. Je ne sais pas, c'est George Washington, je ne sais pas, c'est Harvard, je ne sais même pas. Je pense que c'est George Washington et de Dauphine. Elle nous dit qu'il traîne une carence en matière de gestion des finances publiques. C'est elle qui le dit, c'est pas moi. Si moi je le disais, la HAC devait me convoquer et fermer mon journal. Mais c'est la dame qui le dit. Donc, elle dit, la gestion, la symbolique de cette carence en matière de gestion des finances publiques est la succession des collectifs budgétaires. La succession des collectifs budgétaires depuis 2015. Elle nous dit, depuis 2015, on n'est même pas capable de gérer les finances publiques au point qu'on multiplie les collectifs budgétaires. Vous connaissez le principe du collectif budgétaire pour ceux qui connaissent l'application de la loi des finances. Donc, on multiplie les collectifs budgétaires depuis 2015. Cela dénote de la navigation à vue des gouvernements de Faure Gnassingbé. Madame Nyakadé nous parle de la navigation à vue des gouvernements de Faure Gnassingbé. C'est-à-dire, pour Madame Nyakadé, tous les premiers ministres que Faure Gnassingbé a eu là, Victoire Tomega, qui avant elle, qui après elle, qui après elle, tout ça, c'est des plaisantins. C'est des gens qui étaient là, qui ne savaient pas de ce qu'elle faisait. C'est une navigation à vue. Et comme Faure lui-même traîne des carences en matière de gestion des finances publiques, les premiers ministres qui sont aussi nuls n'ont pas pu combler, lui, ses propres carences. Et donc, c'est une navigation à vue. Vous savez ce qu'on appelle navigation à vue? Quand vous naviguez à vue, c'est que si c'est l'avion, le crash, c'est clair. Si c'est le bateau, vous allez heurter un iceberg, comme, je sais pas, comme le Titanic. Donc, elle nous parle d'une navigation à vue de tous les gouvernements de Faure Gnassingbé. C'est Mme Nyakadé qui le dit. Ce n'est pas un journaliste togolais qui le dit. Ce n'est pas un opposant qui le dit. Ce n'est pas un homme de la société civile qui le dit. Ce n'est pas quelqu'un qui est en jeu au pouvoir qui le dit. C'est Mme Nyakadé qui le dit. Il n'y a eu que de la... Attendez, mais quand même... Alors, en tout état de cause, elle tire les conclusions, en tout état de cause, la réalisation d'un taux de croissance à 2 chiffres, en tout état de cause, la réalisation d'un taux de croissance à 2 chiffres, la relance de la consommation des ménages et la performance du secteur privé pour une relance globale de notre économie reste d'immenses défis à relever. Tout ça, c'était du pipeau. Tout ça, c'est du pipeau. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Au demeurant, ces objectifs ne peuvent pas être atteints s'il y a une réduction significative des détournements de deniers publics. Écoutez-moi très bien. Elle dit, ces objectifs ne peuvent pas être atteints. Ces objectifs ne peuvent être atteints que s'il y a une réduction significative des détournements de deniers publics. L'instauration de la fin de l'impunité des crimes économiques. Madame Nyakadé parle de la réduction significative des détournements des deniers publics. Qu'est-ce que j'ai toujours dit les dimanches? Les gens qui volent l'argent public. On vient ici, on dit qu'au fait, il dit des choses, il ment, il fait ci. Qu'est-ce que j'ai toujours dit? Les scandales qu'on a toujours relevés dans ce pays, on n'a jamais inquiété personne. Elle dit, c'est elle qui le dit, au demeurant, les objectifs de croissance ne peuvent être atteints que s'il y a une réduction significative des détournements de deniers publics. Ça veut dire que les voleurs publics existent plein, ils sont pleins. C'est ce qu'elle nous dit. Et elle continue, et l'instauration de la fin de l'impunité des crimes économiques. Elle parle des crimes économiques. Quand on utilise l'expression crime économique, c'est que c'est grave. Et elle sait de quoi elle parle. Elle parle des crimes économiques. Le système sanitaire, elle prend les choses, hein. Vous avez vu comment elle est structurée. Elle a parlé de la dette, elle a parlé après des programmes qui ont échoué, elle a parlé du réendettement, et là, elle touche le secteur de la santé. Elle touche le secteur de la santé. Elle dit, le système sanitaire n'a subi en 20 ans aucune transformation structurelle. Elle dit, le système sanitaire n'a subi en 20 ans aucune transformation structurelle nécessaire à la satisfaction des besoins des populations. Ça veut dire que depuis 20 ans que Faure est là, le système sanitaire est resté en l'état où il a trouvé. Ou même peut-être c'est encore plus dégradé. Et donc, elle dit pendant 20 ans, le système
transformations structurelles permettant de satisfaire aux besoins immédiats des populations. Ça veut dire que le système sanitaire est à l'agonie. Elle dit, sur le plan de la santé, Faure Gnassingbé n'a rien fait. Et le constat est là, tout le monde peut le voir. Les hôpitaux sont des mouroirs. Le CHU, Sylvanus Olympio, en est un exemple parfait. Donc, elle dit, le système de santé est cadavérique, c'est cadavré. Et elle continue. La contractualisation, j'ai toujours parlé de ça, les syndicats aussi ont parlé de ça. La contractualisation ne semble pas avoir répondu ni aux attentes des populations, ni à celles du personnel soignant. Les réformes relatives à l'imposition de l'assurance maladie, voilà. Les gens de AMU là, vous êtes en ligne, Madame Nyakade parle, on a toujours dénoncé ça, maintenant elle parle. Elle dit, la contractualisation ne semble avoir répondu ni aux attentes des populations, ni à celles du personnel soignant. Les réformes relatives à l'imposition de l'assurance maladie, sans études approfondies. Elle dit, on a imposé l'assurance maladie sans aucune étude approfondie. C'est Madame Essonzimna Nyakade qui le dit. Marguerite, s'il vous plaît. C'est comme ça qu'elle s'appelle. La contractualisation ne semble avoir répondu ni aux attentes des populations, ni à celles du personnel soignant. Les réformes relatives à l'imposition de l'assurance maladie, sans études approfondies, sans consultation préalable. Sans consultation préalable. Elle dit que l'assurance maladie a été imposée sans études, sans consultation préalable. Sans consultation préalable des acteurs concernés, n'ont fait qu'augmenter les charges des entreprises. N'ont fait qu'augmenter les charges des entreprises. N'ont fait qu'augmenter les charges des entreprises privées. Donc, n'ont fait qu'augmenter les charges des entreprises privées et risquent dans le moyen terme d'augmenter les charges, dans le moyen terme de déstabiliser, et risque dans le moyen terme de déstabiliser le secteur de la santé. Elle dit, cette histoire d'assurance maladie-là, qui a été conçue sans aucune étude, sans aucune concertation des acteurs, va entraîner une déstabilisation à terme du secteur de la santé. Nous l'avons dit, beaucoup de voix l'ont dit, même les syndicats l'ont dit, mais Faure n'a entendu personne. Il continue avec son ancien ami Miji Awa. Miji Awa ou Miji Akosiwa. Je me perds un peu dans mes lectures, un instant. En termes d'infrastructure, Faure Gnassingbé s'est tellement reposé depuis 20 ans. Non, j'aime l'expression qu'elle a utilisée. Elle dit, en termes d'infrastructure, Faure Gnassingbé s'est tellement reposé en 20 ans. C'est-à-dire qu'en 20 ans, son mari s'est tellement reposé. En termes d'infrastructure, Faure Gnassingbé s'est essentiellement reposé depuis 20 ans sur les CHU et les CHR construits par le général Eyadema. Elle dit, en 20 ans de pouvoir, Faure s'est adossé seulement au CHU et au CHR construits par son père. Lui n'en a construit aucun. En 20 ans de pouvoir. Les ménages togolais, après 20 ans de pouvoir de Faure Gnassingbé, continuent malheureusement par supporter le poids du coût de financement de la santé à hauteur de 51%. Donc, elle nous donne aussi un autre chiffre important. Que le poids du coût de la santé est à hauteur de 51%. Donc, on apprend beaucoup ce soir. Elle nous donne un chiffre important. Que le poids du coût de la santé est à hauteur de 51%, qu'on fait supporter aux ménages. C'est elle qui le dit. Les déséquilibres régionaux, elle parle des déséquilibres régionaux. Les déséquilibres régionaux relatifs à l'accès aux services sociaux de base n'ont pas été corrigés. Elle dit pendant 20 ans, Faure n'a pas réussi à corriger les déséquilibres régionaux. Sur le plan des services sociaux, l'accès aux services sociaux, une bonne majorité des populations peinent à avoir l'eau potable. On l'a toujours dit dans nos directs et dans nos émissions. Une majorité des populations peinent à avoir de l'eau potable, en particulier dans les zones rurales. Les milliards de francs investis dans les projets, voilà,
Je suis tellement content. Les milliards de francs investis dans les projets, contour global, Centrale Kekeli, Ciseaux, il reste seulement Centrale Viviti. C'est-à-dire, elle note tout ce qu'on a noté pendant longtemps. Les milliards de francs CFA investis dans les projets, contour global, Centrale Kekeli, Ciseaux. Il reste juste, on va ajouter Viviti, censé régulariser le déficit énergétique du Togo se révèle aujourd'hui totalement perdu. Elle nous dit les milliards qu'on a investis dans le secteur de l'énergie sont totalement perdus. Ils n'ont pas résolu le problème des Togolais. On l'a toujours dénoncé dans les journaux, dans la presse, pour ceux qui livrent la presse. Contour global, tout ça, on a fait des scandales. En effet, le Togo est en proie à des coupures intempestives d'électricité sur toute l'étendue du territoire depuis plus d'un an. Par ailleurs, les informations concordantes révèlent les réelles difficultés financières de la CET. Elle nous dit que la CET ne tient plus sur ses pieds. Donc la CET risque aussi de s'effondrer. Faure Gnassingbé, durant les 20 dernières années, a complètement négligé notre système éducatif. Voilà. Système éducatif. Elle quitte la santé, elle tombe sur l'éducation. Elle dit en 20 ans, Faure Gnassingbé a négligé le système éducatif. En lieu et place des réformes qui auraient dû être engagées, notre système éducatif a été piloté au mieux par des arrêtés ministériels, au pire par des communiqués. Elle dit le système éducatif a été piloté par des arrêtés ministériels ou pas juste des communiqués. Les chiffres montrent globalement que Faure Gnassingbé n'a jamais inscrit dans ses priorités. Écoutez très bien la phrase qu'elle utilise. Les chiffres montrent globalement que Faure Gnassingbé n'a jamais inscrit dans ses priorités l'éducation nationale. Madame Nyakade, c'est une ancienne ministre. C'est une ancienne banquière. C'est la femme de Faure. Elle nous dit, pendant 20 ans, son mari n'a jamais inscrit dans ses priorités l'éducation nationale. C'est elle qui le dit. Nous le savions quand nous constatons l'état de nos établissements. Mais elle vient appuyer ça. Que pendant 20 ans, Faure ne s'est même pas préoccupé de l'éducation nationale. Ce n'est pas sa priorité. En effet, les ménages depuis 20 ans inscrits dans ces... en effet, les ménages depuis 20 ans supportent le coût de la scolarisation des enfants en moyenne à hauteur de 62,69%. Écoutez très bien ce qu'elle dit ici. Elle dit, en effet, les ménages depuis 20 ans supportent le coût de la scolarisation des enfants en moyenne à hauteur de 62,69%. L'État, malheureusement, ne prend pas en compte les 37%. Le Togo est toujours attributaire de l'aide publique au développement, APD, qui se chiffre en moyenne à des milliards de nos francs. Dès lors, il nous paraît évident que notre système éducatif n'a aucun avenir avec Faure Gnassingbé. Madame Nyakade nous dit, en concluant sur la page de l'éducation, que notre système de l'éducation n'a aucun avenir avec Faure Gnassingbé. Elle dit, le système éducatif est supporté par les ménages à hauteur de 62,69%. Et les 37,% que l'État devait prendre en charge, l'État ne le fait même pas. Et donc, c'est l'aide publique au développement qui vient combler les 37%. Et donc, ce système éducatif n'a aucun avenir avec Faure Gnassingbé. Vous écoutez très bien que tant que Faure Gnassingbé au pouvoir, le système de l'éducation au Togo n'a aucun avenir. C'est Madame Nyakade qui le dit. Le secteur agricole, très intéressant. Écoutez ici, l'agriculture. Ah là là, les milliards. On peut commencer par citer les projets agricoles, les fameux projets d'Agadazi. PADAT, SADAT, ZAP, PAZA, PPAO, tous ces projets qui ont englouti des milliards. Mais aujourd'hui, nos paysans continuent d'aller au champ avec les roues et les dabas. Voilà. Écoutez les termes que Mme Nyakade a utilisés ici. C'est mis en gras. Le secteur agricole est celui qui illustre le plus le gaspillage des ressources.
Écoutez très bien. Le secteur agricole est celui qui illustre le plus le gaspillage des ressources du contribuable togolais. Ok. D'accord. D'accord. Le secteur agricole est celui qui illustre le plus le gaspillage des ressources du contribuable togolais sur les 20 dernières années. Les nombreuses propagandes politico-médiatiques, elle parle de propagande politico-médiatique. Elle dit le secteur agricole a été livré juste à de la propagande politico-médiatique. Les nombreuses propagandes politico-médiatiques sur les différents projets incarnés par le ministère de l'Agriculture contrastent fortement avec le niveau d'inflation actuel des denrées alimentaires de première nécessité.